Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Divan. Elle est une des journalistes sportives les plus réputées. Lui, un abonné des podiums. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Sandy Heribert et Victor Weignier. La maîtresse de cérémonie du Ballon d'Or, oui, c'est bien elle. Mais la carrière de Sandy ne se résume pas qu'au foot. Son premier amour, c'est le sport auto. Présentatrice phare de la chaîne Automoto, elle a aussi couvert le rallye Dakar. Mais la franco-britannique est aussi une speakerine hors du commun qui a animé les matchs de l'équipe de France de rugby lors du tournoi des 6 Nations. En fait, il ne lui manque peut-être qu'une seule corde à son arc, le hockey sur gazon. Eh bien, ça tombe bien. Victor Weignier, le milieu de terrain des Red Lions, est à ses côtés. Originaire de Molenbeek, rien ne le destinait au hockey. Et pourtant, aujourd'hui, Victor est champion d'Europe, champion du monde et champion olympique, rien que ça. Salut les amis, bienvenue chez moi. Rentrez. C'est beau. Sur 10, combien la déco? 12 sur 10. Ouais, 12 minimum. Pas un petit 26 sur 10? Allez, 26 sur 10, on peut les donner. J'aime bien le numéro. Bah ouais, c'est ton numéro en plus, C'est mon numéro, je pense. ouais. Ah ouais. J'ai même pas fait le rapprochement. Vous connaissez ou pas tous les deux? Non, moi je la connais via la télé, mais... Ok, Et t'as moi, vu je quoi? connais via son sport, évidemment, mais on ne se connaissait pas, donc merci de nous avoir réunis. Ouais, je suis très content de vous avoir. Mais alors attends, petite question. Tu l'as vu sur quoi samedi? Sur la Coupe d'Europe de football Ouais, c'est possible, ouais. L'Euro 2016. Euro 2016. en France. En France, En ouais, France, absolument, ouais, l'Euro, ouais. Bon, j'ai envie qu'on fasse connaissance tous les trois, enfin surtout que tous les deux vous fassiez connaissance. Je vous propose de commencer en vous donnant des affirmations sur l'un et sur l'autre. Et vous me dites si c'est vrai ou faux. on va se connaître très vite, Ça, du coup. J'espère que les affirmations sont pas trop... Bah écoute, on va Oh là voir. là, on y va. Kiwi, le chien de Victor, a plus de followers sur Instagram que le compte de PixPlus. Alors, PixPlus, je crois qu'il a 2300 followers, j'ai regardé ça avant de venir. Il sourit beaucoup. Je crois qu'il est gêné même, j'ai envie de dire oui. Mais je dois rectifier un peu l'ensemble, parce que c'était mon ex-copine qui avait fait le compte, et je lui ai jamais demandé les mots de passe, etc. Et donc le compte a été détruit, a été supprimé. Ouais. Donc en gros, peut PixPlus plus a confirmer, plus de non. comptes Ouais, de maintenant, followers ouais. que Ouais, Kiwi, photo, il a du plus coup. de compte, mais le Il a- compte est parti, je Ah, pense le qu'elle l'a compte est supprimé. parti, c'est dommage. Oh. C'était quoi comme race? Un Shiba Inu. Oh, trop Vous avez tous les deux un chien d'ailleurs. Ouais. Moi, j'ai Sydney, berger australien, 3 ouais, ans. ils sont trop Tu l'aimes beaux, trop. Alors du coup, j'ai une petite question pour vous qui avez des chiens. C'est quoi votre voix débile quand vous lui parlez? Non, je peux pas le faire à la télé. Ah, s'il te plaît. Il est très content de le retrouver, tu Ouais, vois. c'est toujours. Un chien, c'est comme mon enfant, moi. C'est Ouais. mon premier fils. Exactement. Moi aussi, c'est mon premier bébé parce que je suis devenue maman il y a 21 mois maintenant et j'ai eu Sydney, j'étais enceinte de 3 mois. Donc ça a été mon premier bébé, donc un petit garçon et j'ai eu une fille après. Donc c'est mon premier bébé Sydney, c'est mon Sidnouche, tu vois, je lui fais des câlins, des bisous et mon amour. Tu vois, il est hyper content de te retrouver tout le temps. c'est Tu trop ne parles bien. pas en anglais du coup? Non, Parce que je non, rappelle, je parle. t'es britannique, française et belge, on peut Oui, dire les belge, c'est trois? ça, ouais. Donc C'est- pas d'anglais pour c'est- Sydney? Non, pas d'anglais pour Sydney. Anglais pour ma fille. Mais tu vois, sit down ou sit ou stop et il comprend pas. Donc c'est arrêt, on y va, vas-y. Donc tu vois, je dois switcher à chaque fois quand j'ai mes 2 enfants avec moi. J'ai mon garçon et j'ai ma petite fille et je switch de langue. C'est bizarre. Ah, c'est rigolo, J'aurais dû ça. le mettre à l'anglais, Sydney. Bah ouais, totalement. Moi, mon chien, on lui parle en grec à la maison, en anglais et en français. Il comprend les 3. Et il comprend pas. Et pourquoi tu continues alors? Il ne t'écoute jamais. Ça doit être ton accent anglais, à mon Ouais, avis. c'est ça. Bon, petite affirmation pour Sandy. T'as vu, je fais l'effort de prononcer en anglais. Merci de le prononcer à l'anglaise comme il faut le faire. Quand elle était petite, le papa de Sandy venait la chercher avec 2 jet skis à l'école. Ça me paraît tellement superbe comme histoire que je veux la confirmer, donc je vais dire oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Mais alors, Ouais. c'était quoi cette histoire? On partait souvent, on faisait beaucoup de jet ski, beaucoup de motocross, beaucoup de karting avec mon père. Et il aurait aimé des garçons, donc moi je me suis mise très tôt, j'adorais ça. Et c'est vrai qu'on partait effectivement en week-end avec 2 jet skis sur une remorque et il venait me chercher le samedi. En France, on a l'école le samedi matin C'est bien. et il venait me chercher à midi à la sortie de l'école avec les 2 jet skis sur une remorque. Donc j'étais un peu détestée à l'école quand même. Ah ouais? Mais attends, j'allais justement te poser la question à tous les deux. À l'école, il y a toujours un peu des classifications. Sur l'échelle sociale de la cour de récré, vous vous placez où?
Bah, moi, j'étais bien dans mes groupes. J'étais tout le temps en train de faire du sport. Donc, généralement, quand tu es bon en sport, tu es vite accepté. Donc le cliché du Voilà, footballeur population. américain, quoi. Ouais, c'est ça. Mais sauf que moi, c'était plus du football avec une petite balle en mousse. Donc, c'était à l'échelle très, très petite. Mais ça reste toujours Quand tu dis la balle en mousse, la balle de foot ou la balle en de mousse. hockey? Ouais, la balle de foot. Le hockey, à l'école, c'est impossible. Si on joue avec une balle en mousse, ça ressemble à rien. Et toi, Sandy? C'est vrai que les sportifs, généralement, ils sont assez populaires, tu vois. Les filles les aiment bien et les autres garçons les aiment bien. Donc, moi, j'étais pas populaire du tout. Ah ouais? Comment ça se Non, fait? non, vraiment pas. J'étais très différente à chaque année de ma vie. En fait, quand je suis arrivée en toute petite section, enfin en crèche et en maternelle, je parlais anglais-français. À la maison, on me laissait parler, tu vois, franc-anglais. Et c'était pas un souci et tout le monde trouvait ça mignon. Sauf que quand tu arrives à l'école et que tu n'es pas compris, c'était tout de suite mise à l'écart par les enfants. Donc crèche maternelle, j'avais pas beaucoup de copains. En primaire, je faisais une tête et demie de plus que les autres parce que tu as vu, je suis quand même très grande. Donc tu sais, la différence, ça met vraiment les enfants à l'écart. Donc j'étais loin d'être populaire. Et puis après, au collège, mon père venait me chercher avec de jet ski. Donc j'étais un peu la sale riche du collège. Tu vois. Donc j'ai été victime d'harcèlement scolaire et j'en parle aujourd'hui très librement. Donc j'étais pas du tout dans le top 5 ou top 10, j'étais plutôt top 0. Bon, moi non plus, j'étais juste dans le lot. T'étais- Moi, je ne considérais pas qu'il y avait un top à l'école. Mais c'était juste, moi, je vivais ma vie, j'étais très content de ma vie. J'étais bien dans mes baskets et... Ouais, et puis après, de ce que j'ai compris, à l'école, t'étais pas non plus le plus sage. Non, j'aimais bien... j'étais un peu dissipé, je vais dire. Un peu actif, donc j'avais besoin de bouger. J'aimais bien parler en classe, j'aimais bien faire des conneries, mais... Il paraît que ça s'est terminé avec un plaquage d'un policier. C'est quoi cette histoire? C'est quoi Mais cette ça, c'était histoire? pas à l'école. Hein. C'était pas à l'école, ça. C'était après un tournoi U21 avec l'équipe nationale belge de jeunes. On était sortis en boîte de nuit avec deux copains, dont un Anversois. Et une petite altercation. Un copain à moi qui se fait ennuyer, donc on arrive finalement à se battre. Donc, moi, je mets un coup, je vais mettre le coup au type. Ouais, on était un peu éméchés, donc je mets le coup dans la tête de mon copain qui tombe par terre. Ouais, donc en Mon plus, c'était copain, pas il prend le maîtrisé. coup. Mon autre copain, il prend le coup du gars dans sa tête. Et moi, je me fais. Les flics arrivent, ils me balayent, ils me plaquent au sol. Donc le lendemain, on était tous les trois avec notre poche de glace sur le visage. On faisait pas les malins, mais ça fait des beaux souvenirs, on va dire. Mais d'ailleurs, en plus, ça devait être. On l'a dit, je le rappelle quand même, palmarès incroyable. Champion olympique, champion du monde, champion d'Europe, de hockey sur gazon. En habitant à Molenbeek, dans le cliché, on se dit que le hockey, c'est pas vraiment pour les Molenbeekois. Non, c'est tout l'inverse. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé dans l'équipe nationale, je suis arrivé dans un monde où j'étais un peu surpris parce que c'était un peu le monde bobo élitiste, où c'est souvent des fils de joueurs, de familles de hockeyeurs, qui ont beaucoup d'argent, etc. Et moi, à un moment, c'est tout l'inverse. Elle est française, elle ne connaissait rien au hockey. Elle a suivi mon papa en Belgique. Et on s'est mis au hockey parce que ma maman avait été voir un match de foot de mes cousins, elle n'avait pas du tout aimé l'ambiance. Et donc, elle nous a mis à l'endroit le plus proche. Pourquoi elle n'avait pas aimé l'ambiance, tu te souviens? Elle disait que les parents, à 8 ans, 7 ans, étaient déjà exécrables autour du terrain. Et donc, c'était pas des valeurs pour nous. Et moi, j'ai tanné ma mère pour faire du foot, en plus. Mais bon, voilà, je lui dois beaucoup à un moment. Mais ça t'a pas fait un choc de passer dans cet environnement qui peut paraître un peu fermé de la bourgeoisie cloise? Au final, quand on est dedans, moi, je les vis quotidiennement, mais ça me choque pas parce que je vois pas les maisons, je vois pas les parents qui sont riches. Moi, je vis à travers des personnes. Je vois la personne comme elle est et pas pour ce qu'elle a. Et donc, moi, au final, que mon parcours soit différent, C'est une richesse. ça me fait une autre histoire que le parcours classique d'arriver en équipe nationale jeune et de grimper. Moi, je suis arrivé beaucoup plus tard, j'étais moins bon. J'ai dû un peu plus me battre, mais... C'était un peu l'outsider, en fait. Ouais, mais je m'y attendais pas non plus. Quand j'étais petit, je voulais pas forcément être hockeyeur professionnel. C'était plus... j'adorais faire du sport. J'étais assez doué dans le sport de manière générale. Mais pour le reste, je m'étais jamais dit que j'allais faire hockeyeur professionnel. C'est venu un peu en jouant, en grandissant. Je me suis dit, mais il y a moyen, je vais me donner. Je voyais les autres qui étaient repris en équipe nationale. Moi, j'étais juste en club. Et au final, j'ai su saisir ma chance au bon moment. Et voilà, pour l'instant, ça me sourit pas mal. J'espère que ça va continuer. Ça te parle un peu, Sandy, ce côté outsider? Un peu, ouais. Ça résonne avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, moi j'ai dû... j'ai dû sortir les armes. En fait, ça m'a renforcé finalement d'être un peu outsider dans mes années d'école. J'ai eu une sorte de soif de vengeance un peu, tu vois. Allez, raconte-moi cette vengeance.
C'est vrai que, et je trouve que c'est assez bien que tu l'aies fait, que tu sois revenu voir une prof pour lui montrer tes diplômes. Ouais, c'est vrai. C'était ma prof principale en 6e. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le même système scolaire en France, mais j'ai 12 ans, tu vois, tu commences donc une nouvelle école. Et au bout de 3 mois, la prof principale me dit ça sert à rien de travailler, t'as pas les compétences, t'as pas les facultés, t'auras jamais ton bac. Le bac, tu l'as à 18 ans, je sais pas si c'est pareil en Belgique, mais... Et j'ai trouvé ça dingue de démotiver un enfant de 12 ans, tu vois. Bon, après, je vivais un truc pas facile à la maison, mes parents étaient en train de divorcer, donc j'étais focus là-dessus. Et donc, je travaillais pas bien à l'école, c'est vrai, mais en même temps, tu peux pas, en tant que prof, tu vois, tout de suite, au bout de 3 mois, dire que l'enfant est bête. Ouais, et mes parents sont allés là-bas en disant, bon, vous auriez dit ça à Sandy, donc tu vois, c'est pas qu'ils remettaient en cause ce que j'avais dit, mais ils étaient quand même assez étonnés. Et elle a regardé ma mère dans les yeux, elle a dit, mais c'est comme ça, madame, votre fille, elle est bête, c'est pas grave, elle pourra faire... Il y a d'autres voies pour les gens qui sont pas intelligents. Tu te souviens comment elle a réagi, ta mère? Ma mère, elle a pleuré et mon père a collé la prof au mur, ouais. Non mais vraiment, hein. Et il lui a dit, vous pouvez pas démotiver un enfant de 12 ans comme ça, parler à ma femme comme ça, etc. Donc ouais, mon père avait pris ma défense et ma mère, elle était désemparée, elle savait pas quoi faire. Donc elle m'a dit, j'aurais jamais mon bac. Donc après, moi, j'ai fait un bac plus 6, tu vois, je suis hyper diplômée aujourd'hui. Et on a fait le collège 10 ans après, avec 2 autres amis, qui étaient juste à la base pour tout le monde se retrouver, si tu veux, en tant que... Enfin voilà, retrouver les amis tu vois, de tes différentes classes, tu vois. Donc on était peut-être une centaine dans mon collège. Et moi, en fait, je crois qu'au fond, je savais très bien que ma motivation, c'était de retrouver donc, cette prof, Madame Chapelier. Donc, bah, tu vois, en plus, je la mets un peu en lumière aujourd'hui. Juste pour aller la voir en disant, vous vous rappelez de moi? Elle me dit, non, tu vois. Et je vais la voir, je dis, vous m'aviez dit que j'aurais jamais mon bac. Aujourd'hui, j'ai bac plus 6. Je voulais juste vous prouver qu'en fait, il fallait pas démotiver les élèves comme ça. J'espère que vous le faites plus. Donc voilà, et après, j'ai tourné les talons, je suis partie. J'avais eu ma vengeance, quoi, tu vois. Donc, c'est dommage parce que le système scolaire pousse généralement bien les enfants, mais aussi peuvent les tirer vers le bas. J'avais une prof d'allemand pareil. Je te vois acquiescer à ce que dit... Moi, j'ai toujours l'exemple de... Tu demandes à un éléphant et à un singe de monter un arbre. Il y en a un qui le fait très bien et on le félicite, l'autre qui ne sait pas le faire, mais il a d'autres compétences. Au final, l'école, c'est... on te demande de pas forcément comprendre, mais d'étudier, de recracher. Mais il y a des gens qui ont la faculté de le faire et d'autres qui l'ont un peu moins. Et chacun trouve sa voie dans une... Exactement. Toi, tes profs, ils croyaient en toi? Moi, en fait, comme j'étais un peu plus perturbateur, je me faisais un malin plaisir de quand même réussir, parce que justement, moi, j'avais plus le côté études, j'étudiais beaucoup, et puis je recrachais vraiment mot pour mot. Donc moi, je réussissais, mais juste, j'ai eu des profs qui ont vraiment essayé un peu de me fourrer. Et moi, j'ai eu un peu la même chose où je suis revenu une fois, je m'étais dit que j'allais jamais revenir dans cette école, avec ma médaille d'or olympique. C'est vrai, pour voir la même prof, mais qui avait pris la retraite, parce qu'elle, j'avais dit à maman, à 18 ans, normalement, on peut aller prendre son bulletin sans son parent. Mais là, j'avais dit, écoute, maman, j'avais pas mon diplôme de fin d'études. J'avais des examens de passage. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je sais que j'ai tout réussi. Je suis sûr. Et en fait, j'avais tout réussi, mais j'avais complètement bâclé un examen de chimie. Mais j'avais la moyenne au total, j'avais 54% en sciences en ayant vraiment complètement raté mon examen. Et elle m'avait dit, oui, mais c'est une attitude pas honnête pour l'école, c'est pas comme ça que ça fonctionne, donc on te met 3 examens de passage en sciences. Ah, ok. Et donc là, je me suis dit, mais ça, c'est pas possible. Donc moi, je voulais faire des études de communication pour faire journaliste sportif. Avec ces examens de passage, ça a retardé l'inscription, j'ai été en août. En août, il n'y avait plus de place. Donc je me suis inscrit en éducation physique dans les études supérieures. Et au final, j'ai dû arrêter parce que je commençais ma carrière de hockeyeur en équipe nationale senior. C'était quoi qui t'avait donné envie de faire du journalisme sportif? Moi, j'ai une figure ou pas qui t'a inspiré? Non, mais j'ai toujours... Ribert, en France. Voilà. Je dis que je suis plus vieille que lui. Je viens d'avouer ça. Moi, par exemple, j'écoute toujours les commentateurs en France, les chaînes françaises. Ah ouais? Quand je vais en France et que j'écoute Being Sport, et qu'il y a Omar Da Fonseca, ouais. qui lui pète une zine dès qu'il voit Messi jouer, mais ça, c'est magnifique, c'est ça, c'est l'amour du sport. Et moi, j'ai toujours trouvé le concept génial d'être payé pour voir du sport. Je trouve ça fabuleux. C'est vrai que c'est un concept pas mal. C'est vrai. Et pourtant, c'est pas comme ça que tu as commencé. Enfin, tu voulais être journaliste, Oui, grâce à une certaine Martine Laroche-Joubert, c'est ça. qui faisait des reportages en Irak, etc. Toi, tu voulais plus être dans finalement, journaliste de guerre, non? Exactement. Ouais. C'était Martine Laroche-Joubert qui était grande reporter de guerre sur TF1. Et j'ai 9 ans, c'est la guerre du Golfe et je la vois qui raconte les histoires de ces familles, tu vois, de ces gens qui vivent la guerre. Et il y avait des femmes, des enfants. Et elle a raconté ça de manière hyper poignante. Et j'ai regardé mes parents et j'ai dit, je veux faire le métier de la dame. Je veux aller raconter les histoires des gens.
Donc je voulais faire effectivement reporter de guerre. Je fais 1m83, blonde aux yeux bleus, je passe pas vraiment inaperçue, si tu veux. Et en plus, j'avais un petit ami qui était pilote d'hélicoptère dans l'armée. Et il me dit, tu es typiquement le genre de personne qu'on déteste parce que je suis un peu tête brûlée. On me dit non, on me dit la limite, j'ai toujours envie d'aller plus loin. Donc c'est ce qui m'a aussi permis à l'époque, tu vois, d'avoir cette vengeance, tu vois, par rapport aux profs, par rapport aux camarades de classe. Donc, il fallait toujours que je pousse ma limite. Et ça m'a permis d'avancer, de ne pas sombrer, tu vois, dans une dépression quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans. Finalement, au gré de mes rencontres et au gré de mes passions sportives, j'ai effectivement orienté, je passais de la guerre au sport. C'est moins dangereux. Mais c'est tout aussi challengeant. Et en faisant d'abord, avant de passer par journalisme, en passant par le marketing. Et alors, ce qui montre encore ton état d'esprit, ta force d'abnégation, c'est que tu t'es quand même fait 8 entretiens pour arriver chez Eurosport. Oui, c'est vrai. Ouais, pour remplacer une personne en congé maternité. Congé maternité pour 3 mois, ouais. J'ai fait effectivement 8 entretiens. La personne que j'allais remplacer, jusqu'au grand DRH qui ensuite a validé, si tu veux, mon entrée chez Eurosport Events à l'époque. Mais je me rappelle le dernier entretien que je fais avec la 8e personne, le grand DRH. Et je fais, enfin bon, là je suis là pour ce job, mais en fait moi je vais être journaliste. Et là, Imran a dit, déjà décroche ce job de remplacement de 3 mois et on verra. Et donc, du coup, elle n'est jamais revenue et elle a pris un congé parental. Je suis restée 1 an de plus. On m'a mis en CDI. Donc, j'ai fait 5-6 ans. Et puis, en France, tu cumules des heures de formation. Et au bout de 5 ans, tu vois, j'avais assez d'heures de formation pour que l'Eurosport, en fait, me sponsorise un master. Et donc, j'ai fait un master en journalisme. Et donc là, j'étais marketing director et je suis redevenue tout en bas de l'échelle, tu vois, pigiste en fait, où tu fais des petits montages et donc tu réapprends tout depuis le début. Mais mon objectif était de devenir journaliste, donc c'était la voie que je voulais, quoi. Et donc du coup, au bout de, je crois, 6-7 mois de faire du montage, poser ma voix, couvrir tous les sports qu'on a chez Eurosport, donc c'était très multisport, c'était super. Il y a le grand boss à l'époque, Laurent-Éric Lelay, qui dit elle est anglaise, on avait 80 journalistes, il n'y avait que 2 qui étaient natifs anglais. Ils ont dit fais-lui passer des essais. Et donc, en fait, je ne suis pas encore diplômée, qu'on me fait passer des essais. Et comme je savais que c'était ce que je voulais faire toute ma vie, depuis mes 9 ans, l'essai, je le fais comme ça. Je suis là, à ma place, devant la caméra, je ne sais pas laquelle, non, la rouge est là, celle-ci. Et je fais, et c'est un lancement, tu vois, et je suis à ma place, je dis OK, tu vois, et bam, bam, bam. Et là, ils sont là, oh, on est passé à côté de ça, ton année. Et j'étais là, OK. Et donc là, du coup, il a dit OK, il a mis le tampon. Et il m'a envoyé, je crois, 1 mois après, couvrir les Jeux Olympiques de Sochi. 32 riders from 46 countries will be seeking gold over the next 10 days. Tous les soirs, pendant 3 semaines, j'étais en direct sur Eurosport et j'étais journaliste depuis 8 mois, quoi. Putain, c'est ouf. Inspirant, quand même. C'était juste, j'étais à la bonne place, en fait. Toi, à quel moment tu t'es sentie à la bonne place chez les Red Lions? Parce que j'ai cru comprendre que tu commences d'abord en jeune. Ouais. Après, tu n'es plus resélectionné, tu reviens en U21 et ensuite, tu te fais vraiment ta place. Moi, je suis arrivé tard, donc normalement, le parcours type d'un joueur de l'équipe nationale, je pense que les 20 qui sont avec moi, ils ont tous fait, ils sont arrivés en U14, et puis U15, et puis U18, et puis U21, et puis A. Moi, j'ai fait U18, je suis arrivé en U18, j'ai raté tout le truc d'avant parce que je n'étais pas repris. Ouais. Ce qui m'a donné justement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui étaient meilleurs que moi en U15, mais je pense qu'ils ont eu un petit dégoût parce que ça devient vite beaucoup. Ouais. Et moi, comme je n'avais pas eu ce too much hockey, je me suis dit, moi, ça me va de faire du hockey toute ma vie. J'en ai fait que 2 ou 3 fois semaine, ça me va très bien si je m'entraîne plus. Je suis arrivé un peu plus tard, et puis je suis arrivé à 19 ans en équipe nationale senior. Qu'est-ce qui vient te chercher? Qu'est-ce qui te sélectionne? C'est le coach qui a tout gagné, c'était mon coach en U21 qui a été appelé pour les Jeux de Rio. Shane McLeod. Et puis, Shane, il m'a donné full confiance et je dis toujours que c'est un peu mon papa. Parce qu'il m'a changé en termes de hockeyeur, mais il m'a aussi changé en termes de personne. J'ai beaucoup appris avec lui. C'est quelqu'un de très posé, de très gentil, très sincère, très ouvert. Qu'est-ce qui t'a apporté d'humain? Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un père. Il est parti assez vite quand moi j'étais petit. Donc j'ai toujours eu un peu un vide. J'enviais les gens quand je les voyais en famille, etc. Moi, j'étais juste avec ma maman. Et on n'a jamais été non plus très, très famille. J'ai 2 frères, on se voit 1 fois tous les mois, je pense. Au final, quand tu es habitué à ce genre de choses, c'est pas quelque chose que tu demandes quand tu es jeune. Tu peux pas parler des choses qu'un enfant normal doit parler avec son père, parce que moi, j'avais pas ça. Et donc, au final, j'ai eu ça un peu plus tard avec Shane, et j'ai commencé à m'ouvrir avec lui. Et ça m'a fait un bien fou. C'est quoi le déclic qui t'a permis de t'ouvrir avec lui, où tu as pu voir que tu avais
vraiment sa confiance et toi... C'est lui qui m'a d'abord parlé de la relation qu'il avait avec son père, qui était un peu la même que la mienne. Lui, c'était un peu différent. Son père, à lui, était un peu alcoolique. Le mien était agressif. Juste pour bien comprendre, quand tu dis agressif, c'est agressif violent ou agressif verbalement? Non, mon père me battait de mes 5 à 12 ans quand il est parti. Mais donc, l'un dans l'autre, on se retrouvait comme deux enfants qui n'avaient pas eu d'amour, qui se sont fait un peu maltraiter quand on était petits. Et au final, moi, le fait qu'il s'ouvre à moi, moi, je me suis ouvert à lui. Et il avait des enfants? Il a 3 enfants, oui. D'accord. Donc il était déjà papa. Il était papa Quand il de t'a un ouvert petit, ouais. un peu son cœur, ouais. C'est Mais possible. il le dit ouvertement, il dit T'es le que quatrième fils. j'étais le 4e fils, le préféré, etc. Et tout le monde me faisait la blague en disant que Shane, c'était mon papa. Et donc voilà, moi, je lui dois beaucoup à ce monsieur. Et... C'est très, très touchant. Hein. Ouais, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Est-ce que quand t'as gagné les championnats du monde, d'Europe et les championnats olympiques, t'as eu à nouveau des relations avec ton père ou ça a été... J'ai eu, mais ça avait rien à voir avec le hockey. C'est pas parce qu'on a gagné que ça a changé quelque chose. Je pense que c'est juste un poids que j'avais moi en moi et j'avais besoin de lui demander pourquoi il avait fait ça. Et il savait pas vraiment me donner une réponse. Ouais. Parce que lui, il est parti avec une autre femme en France. Il a laissé ma maman qui, elle, est française, donc il a suivi en Belgique pour lui. Et au final, lui, il est parti. Ma mère avait fait aussi plein de diplômes, toutes les meilleures écoles de commerce en France. Elle a lancé Calvin Klein dans le monde. Ah ouais? Et c'est là qu'elle a rencontré mon père en voyage d'affaires au Sri Lanka. Mon père était en voyage touriste. Ils se sont rencontrés, donc ma mère, elle a quitté son job pour suivre mon père. Mon père lui a dit, mais toi, tu t'occuperas des enfants, fais juste un boulot où tu sais t'occuper des enfants. Donc elle a fait secrétaire d'école, où on allait. Donc elle nous ramenait tous les jours à l'école. Et au final, donc c'était vraiment mon père, quand a détruit ma mère. Et c'est pas chouette de voir quand t'es un enfant, ta mère être détruite. Parce que tu la vois pleurer, tu la vois vomir. Tu vois qu'au final, secrétaire d'une école, ça gagne pas grand-chose. On était 3 enfants, elle devait payer la maison, mon père voulait la vendre, donc c'était compliqué. On a eu une période assez compliquée. Et elle a toujours tout fait pour nous, on a toujours eu à manger sur la table. Et moi, je sais que je dois tout à ma mère. Ouais. Du coup, le sport, ça a permis de canaliser tout ça, en fait. Ouais, moi, c'est vraiment le sport. J'allais tout seul, j'allais à pied jusqu'au terrain de hockey, on habitait à 10 minutes. Et c'était là où je me défoulais, je pouvais shooter dans une balle. C'est vraiment, quand tu as de la frustration, c'est génial. T'avais la même chose, toi, le sport plus jeune, pour te canaliser ou pas? Ouais, moi j'étais hyper active, hyper dynamique. Il fallait que je fasse beaucoup de sport. Donc j'ai fait de la natation, j'ai fait du volley, j'ai fait du badminton, j'ai fait de la danse. Et puis après, avec mon père, on faisait pas mal de trucs de garçons, qui pour moi n'étaient pas des trucs de garçons, mais j'étais un peu la seule fille, tu vois. Quand on faisait la motocross, j'étais seule avec les cheveux blonds qui sortaient du casque. Pareil en jet ski. Donc ouais, moi ça m'a permis aussi de... C'est une belle école de la vie aussi, le sport. Mais qu'est-ce que tu aurais pu être au final? Parce que j'ai lu que tu aurais pu devenir une championne de jet ski, j'ai lu que tu aurais pu être une championne de rallye, j'ai lu que tu aurais pu être une championne d'équitation si Christopher Reeves n'avait pas eu d'accident. T'as fait de belles recherches. Qu'est-ce que tu aurais pu être, Sandy, au niveau du sport? Mais je peux pas dire que j'aurais pu être une grande championne parce que j'ai pas eu les clés, les sous. Souvent, enfin, tu vois, le sport auto, ça coûte très cher et mon père, il avait pas les sous pour lancer une carrière, tu vois, de karting, ne serait-ce que ça, tu vois. Et puis après, c'est des sports onéreux, l'équitation aussi. Donc, il a manqué un coup de pouce financier et puis après, peut-être le talent. Je peux pas dire aujourd'hui que j'aurais été championne de rallye. Je me suis jamais confrontée. J'ai fait un peu de course. Je suis pas pilote, mais j'aurais adoré être dans une école. Aujourd'hui, je sais qu'il y en a des écoles pour jeunes filles qui font de motorsport, tu vois. Et je trouve ça super, un peu dans tous les pays. En Angleterre, beaucoup. En France, je crois qu'en Belgique, il y a maintenant une académie, une fédération pour les jeunes filles. Je peux pas dire que j'aurais été championne d'équitation ou d'automobile ou de snowboard. Tu vois, ça serait hyper prétentieux de ma part. J'aurais aimé, mais c'était pas le cas. Oh, c'est quoi cette histoire de Christopher Reeves alors? Ouais, je faisais beaucoup d'équitation et mon père m'emmenait le week-end. J'adorais ça, j'aime beaucoup les animaux, donc j'ai des chiens, j'ai eu des chats, j'ai eu des hamsters, j'ai eu un peu tout. Et donc je faisais beaucoup d'équitation et il fallait faire un parcours au trot. Moi, je l'ai fait au galop parce que je voulais toujours faire plus que les autres. Et mon cheval a eu peur de son ombre et en fait, il s'est arrêté net devant un obstacle. Et moi, en fait, je suis passée
au-dessus, mon pied est resté dans l'étrier, il a continué à... Après, tu vois, il circulait de l'obstacle et il a continué à galoper. Il m'a galopé sur la cage thoracique et je me suis cassé le coccyx. Et mon père était là et il a eu extrêmement peur. C'était la même année où Christopher Reeves, donc Superman, l'acteur de Superman, est resté dans une chaise roulante à cause d'un accident d'équitation. Donc mon père a dit, je t'emmène plus jamais. Ok. Et un bon hockeyeur, c'est quoi? Oula, je peux pas, je sais pas décrire un bon hockeyeur de manière générale, mais je pense qu'en équipe nationale, la base d'abord, c'est être physiquement au top d'abord, et puis techniquement et tactiquement être très bon. Bah écoute, je propose qu'on passe dans le salon, parce que j'aimerais qu'on remate un but que t'as mis, qui est à la fois techniquement et physiquement bon. Ça va? Vas-y, let's go. Moi, je veux voir ça. Allez, c'est parti. Et en plus, il va falloir que tu nous l'expliques, mais il y a quand même un scénario de dingue dans ce match que je trouve assez incroyable. Ouais, c'était un... Raconte-nous ça, parce que, bah, sans te faire offense, moi déjà, je suis beaucoup plus football. Ouais, mais ça, c'est... Donc, Il a l'air d'être football aussi, donc ça va, il le prend pas trop mal. Et surtout, bah, le hockey, c'est pas forcément accessible. Et pourtant, bah, quand je vois le scénario de ce match, il était assez dingue. Donc raconte-nous un petit peu, on est quoi, demi-finale, c'est quoi les enjeux? On est en demi-finale de la Coupe d'Europe organisée en Belgique. Ouais. On vient d'être champion du monde 6 mois à l'avance. Et si on est champion d'Europe, on est qualifié directement pour les Jeux Olympiques de Tokyo. On joue l'Allemagne en demi-finale, qui est une énorme nation du hockey. Et on n'a pas encore encaissé un goal du tournoi, on joue super bien, on est à la maison. Le public est exceptionnel. On fire. Oh, ils on aime étaient, ce Et voilà, il y a 10 000 personnes en Belgique qui regardent un match de hockey, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et là, on joue contre l'Allemagne, on est mené 2-0 à la mi-temps. Et donc, on recommence la deuxième mi-temps avec des meilleures intentions. On fait... À 2-0, ils ont une phase de hockey qui s'appelle le penalty corner, qui est stoppée légalement par la main d'un Allemand. Cette phase, elle est analysée par notre gardien, il le savait avant le tournoi. Il avait dit, moi je sais qu'il va stopper avec la main parce qu'il jouait avec lui en Allemagne. Il a dit, si dans un moment important, je vais demander vidéo, parce qu'on a l'appel à la vidéo, mais c'est quelque chose que nous, on demande. Okay. Ah, c'est les joueurs qui demandent. Donc nous, c'est un peu plus intelligent qu'au foot, ça évite. Allez, boum. Non, mais il y a des avantages et des inconvénients dans les deux sports. D'accord. Et donc nous, on fait appel à la vidéo en disant qu'il stoppe la balle avec la main. Effectivement, il stoppe la balle avec la main. Ça fait 2-0. Ça reste 2-0 alors que non, ça devait être 3-0. Là, le stade explose alors qu'on n'a pas encore marqué. Et puis on fait 2-1, on fait 2-2. Et puis moi, je mets le 3-2 et puis on gagne 4-2. Donc j'aimerais qu'on voit ton émotion sur cette vidéo. Ce qui est dingue, c'est que tu es en train de célébrer comme un joueur de foot pour le coup. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un copain à moi qui a filmé. Ouais, en fait, moi, j'ai pas l'habitude de marquer parce que je joue... Au foot, je serais un numéro 6, juste devant la défense, un peu box-to-box, etc. Donc, je marque pas souvent, je fais plus des passes et je cours plus pour défendre. Et là, c'était... le scénario du match a fait aussi que le moment était exceptionnel. Et quand je marque, c'est vrai que moi, je suis assez expressif. Ouais. Et donc, voilà. D'ailleurs, on me parle tout le temps de ce goal. On me parle pas quand on a été champion d'Europe. On me dit pas, mais tu as été champion d'Europe, parce que j'ai été meilleur joueur du tournoi. Et on me dit pas, ouais, félicitations pour meilleur joueur du tournoi. On me dit juste, félicitations pour ce goal contre l'Allemagne. Bah, c'est comme si t'étais le Chadli, quoi. Oh, c'est Belgique-Japon. Non, mais c'est vrai, mais au final, moi, je trouve ça plus important de dire, putain, félicitations, t'es champion d'Europe. Et moi, on m'a parlé. Et à chaque fois que je vais faire des stages de hockey, on me dit, oui, refais ce goal, refais ce goal. Mais je dis, mais. C'était sur le moment, ok? C'est sur le moment, c'est compliqué. Bah bon, voilà, c'était un super souvenir. C'est quoi le truc dont toi, on te rabâche le plus les oreilles Que je présente le Ballon d'Or. C'est vrai? Ah ouais, c'est vraiment le truc qu'en tant que journaliste ou en tant que présentatrice, tu puisses rêver de présenter un jour. C'est 300 millions de personnes qui regardent en direct. Donc ouais, tu lèves les foules différemment, quoi, tu vois. Mais non, c'est vraiment le truc dont on me parle très, très souvent. Et le foot, c'est un truc, un sport que tu kiffais ou... Non, encore une fois, au sport, j'étais très multisport. J'ai des sports pour lesquels j'ai une appétence particulière, ceux que je faisais moi quand j'étais plus petite, donc des sports de glisse, et puis les sports automobiles. Mais à choisir entre foot et rugby, et je risque de pas me faire trop de copains, je préfère le rugby, parce que je suis speaker du 15 de France.
Et le football, je suis les championnats de loin. Je regarde les scores, tu vois, en fin de grosse journée, tu vois, de Champions League ou de Ligue 1. Mais vraiment, ce que j'aime dans le Ballon d'Or, c'est que tout le monde enfin, tu vois, tout le gratin du football est réuni. Ouais. Et en fait, j'ai pas à me déplacer dans les stades, c'est qu'ils sont là, dans cette salle majestueuse qu'est le théâtre du Châtelet. Et souvent, on me dit alors, il est comment Messi, il est comment Bah ouais, Ronaldo, Zidane. Tu sais, il y avait Zidane qui était là cette année. Tu sais que Zidane, j'ai des origines kabyles, je disais à tout le monde à l'école que c'était mon cousin. Ouais, et comment ça passait, ça Et ça passait juste parce que j'avais des origines kabyles. Ah ouais, c'est trop drôle. C'est Ouais. marrant. Bon, bah écoute. Mais- Et moi, je vais le croire toute ma vie que t'es le cousin de Ah Zidane. ouais, mais tu faudrait que tu lui dises. La prochaine fois que tu le crois. Prochaine fois que je le vois. Mais, Et c'est marrant parce que moi, j'ai pas le temps, en fait. C'est que les gens se rendent pas compte, c'est qu'ils ont l'impression que je fréquente ces gens-là. Parce qu'il y a une photo qui est prise à un instant T. J'ai une photo, effectivement, un selfie, tu vois, digne des Oscars. Et là, j'ai la photo avec Karim Benzema, qui est Ballon d'Or cette année. Avec Zidane, et d'ailleurs. Didier Drogba, tu vois. Et celle-ci, je l'ai bien épinglée sur mon Instagram. Oui, je l'ai vue. Tu l'as vue Elle est belle, non Celle-ci, elle vaut cher. Je me rends compte de la chance que j'ai. Ah, c'est vrai que c'est un truc de... Moi, j'aimerais qu'on te rabâche les oreilles avec autre chose. Parce que je trouvais que cette histoire était incroyable et j'ai vraiment envie que tu me la racontes. Ah oui Il paraît qu'il s'est passé... donc, tu le disais tout à l'heure, tu as fait les JO de Sochi. Oui. Et il paraît qu'en plein milieu de... Enfin, sur le plateau, ont débarqué des flics russes. Oh qui là étaient venus là. te chercher. Ah ouais. Mais raconte-moi cette histoire, parce que ça a l'air d'être une histoire de dingue. Ça va être long story short, parce que c'est une très longue histoire qui a duré plusieurs jours, mais effectivement, en fait, donc les JO de Sochi, c'était très mal organisé. On arrive, les journalistes, les hôtels sont pas terminés. Ça a été vraiment un gros scandale, tu vois, sur plein de niveaux, en fait, Sochi. Donc on est arrivé, les hôtels n'étaient pas terminés. Et j'ai eu une fuite dans ma salle de bain, donc avec les toilettes, et je le signale en fait à la réception de l'hôtel. Et ils disent on va envoyer les handyman, on va envoyer les gens qui s'occupent de l'hôtel intervenir, tu vois. Donc moi, j'enlève mes affaires, j'enlève mes bagues et je les mets. En fait, la salle de bain étant pas terminée, tu vois, il y avait rien pour poser ses affaires. Donc je pose en fait mes 2 bagues de l'époque. Donc c'est celle-ci, mais c'était pas celle-ci parce que tu vas comprendre pourquoi. Je les mets en fait sur les toilettes. Ils interviennent, moi j'attends comme ça sur le lit, ils interviennent, c'était 2 mecs, ils repartent. Et là, je me rends compte, mais que le lendemain matin, que mes bagues ont disparu. Donc je le signale, tu vois, à l'hôtel, et je dis I got robbed, on m'a volé mes bagues. Et donc là, en fait, ils avaient toujours un protocole où ils devaient signaler tout ce qui ne se passait pas pour que ça remonte à Poutine, pour que ensuite, tu vois, sur les JO... hyper sécurisé, quoi. Enfin, En fait, version ouais, sur les JO, en fait, tu as besoin les pays ont un record, ils ont un rapport de tout ce qui se passe pendant les 3 semaines de JO. Donc, typiquement, ce genre de truc où moi, je dénonce en fait un vol de bagues, tu vois. Mais c'était une histoire de merde. Enfin, Ouais. franchement, moi, ça me faisait vraiment chier, mais bon, mes bagues ont disparu. Mais c'est monté en fait de grade en grade en grade. Et le soir même, on me dit, vous devez repartir dans votre chambre d'hôtel et on doit refaire la scène de crime, quoi. Et donc là, tu as la police locale, tu as la police nationale, tu as la police des JO, et ils sont dans ma piole, et ils veulent que je refasse les gestes. Où est-ce que vous avez posé vos bagues? Je dois les dessiner. Ils mettent, non mais n'importe quoi. Ils mettent, tu sais, comme dans les trucs, les séries de crimes, ils mettent, tu sais, de la poudre noire pour retrouver les empreintes. Les empreintes. Et je dis, mais je sais qui c'est, vous avez des caméras partout, c'est les 2 mecs qui s'occupent des chambres, en fait, dans votre hôtel. Et donc ça va loin, donc et on fait ça pendant 2 jours, et les JO vont commencer, on continue à me prendre la tête sur mes bagues, et je dis, écoutez, moi, Bon bref, et donc ils me font signer un papier comme quoi si je m'engage, si je retrouve mes bagues et que je le signale pas, ou que je suis rentrée dans le pays sans mes bagues, je m'engage à être jugée et emprisonnée en Russie. Et donc l'interprète me lit le papier, et là je dis, mais vous déconnez quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Et moi, je sais très bien ce qui s'est passé, donc je le signe, tu vois. Et je le signe et je regarde bien le mec dans les yeux, tu vois, les 3 hauts gradés, et je dis, I sign your paper, I sign your paper. Et je suis là, je le signe en 4 exemplaires. Et écoute, le lendemain, Eurosport nous change d'hôtel, et pour plein de raisons, parce qu'on était mal logés. Donc on change d'hôtel, on va à l'hôtel en face, dans la même rue. Et le gars fait du zèle, le gars de la réception, il appelle les flics en disant « Elle est partie de l'hôtel ». Donc c'est une menteuse, donc il faut... et ça prend... Vraiment, je vais faire très court parce que je pourrais t'en parler pendant peut-être 1h30. Mais tout ça pour dire qu'ils ne me retrouvaient plus, ils ne savaient pas où j'étais partie. Ils ont appelé l'ambassade en France, l'ambassade russe en France, l'ambassade française en Russie. Ils ont appelé Eurosport, ils ont appelé mes patrons, ils me cherchaient partout. J'étais dans le parc olympique, je reviens au studio, on est à 2 heures du premier direct de ma life, tu vois, des Jeux olympiques. Et là, j'arrive, il y a 5 mecs en cagoule qui cherchent Sandy Ribert.
Avec des calages? Avec des calages, comme ça. Et je rentre, et là, il y a le réalisateur et le producteur à l'époque qui disent « Ça va plus du tout, cette histoire s'en dit. » Je fais « Non, je suis d'accord !» Et je me suis dit « Je vais disparaître. » J'arrive là et je me dis « Je vais disparaître. Je vais jamais faire mon premier live, et en plus, je vais être emprisonnée en Russie, on va jamais me retrouver, quoi. » Et bon, après, mais finalement, au fur et à mesure, ça s'est calmé. Mais quand je suis repartie en France, donc 3 semaines après, j'avais peur de ne pas pouvoir rentrer en France, ouais. La vache. J'étais vraiment pas bien. En vrai, Et on cette n'a jamais anecdote retrouvé est les ouf. bagues. Et voilà. Donc, mais je fais partie. Je suis jamais retournée en Russie et je pense qu'il vaut mieux pas que j'y aille. Tu vois, c'est ce que j'appelle une anecdote très divanesque. Oui, bah oui, C'est ce que j'ai envie que tu me racontes. C'est vrai? Ah, bah Ouais, écoute, je la bah, tant trouve mieux si ça incroyable. vous a diverti, les gars, parce que moi, j'en rigole aujourd'hui, mais j'ai vraiment eu peur de rester là-bas, ouais. T'as eu des épopées lors de déplacement avec J'en ai les eu Red Lions? une belle, ouais. Ah. Ah, vas-y. On l'a fait en équipe. On l'a fait en équipe. On est 1 an avant la Coupe du Monde en 2018 de hockey, qui se passe en Inde. Et bref, on finit un tournoi en 2017 à 1 an jour pour jour de la Coupe du Monde, où on était premiers, c'était 2 groupes de 6, il fallait être dans les 4 premiers. On est premiers, on a le plus de goals marqués, le moins de goals encaissés. On joue en quart de finale contre le 4e. On perd au penalty, Ouais. donc on est éliminé du tournoi. Bon, c'était un tournoi qui n'était pas important, donc. Et je sais pas, notre coach pète une zine, mais dans le bon sens du terme. Il pète une usine? Il pète une zine dans le bon sens du terme, il nous réveille à 3h du matin. T'as pas l'expression? Non. Il pète un câble, quoi. Il pète un Ouais, câble. voilà, c'est ça. Et là, il pète une usine. Une zine. Ah, une zine. espace zine. Ça s'écrit comment? Zadienne? Zadienne. J'adore, je repars avec une expression comme ça en France. Et, Pète une zine. et donc, on se fait réveiller à 3h du matin. Il dit, OK, maintenant, on va voler la Coupe du Monde. Il y avait la Coupe du Monde qui était dans le stade. On était à 5 km du stade. Fou de ma gueule. Et sauf qu'en Inde, il faut savoir, en Inde, On va voler la Coupe du Monde, les gars. En Inde, c'est super dangereux, donc on ne peut pas sortir sans escorte. Faire du sport là-bas, c'est horrible parce que la qualité de vie est exécrable, la pollution est au summum, la nourriture est scandaleuse. Donc pour faire du sport, c'est pas idéal. Pour sortir dans la rue avec un groupe de 20, encore moins. Donc on élabore un plan. On prend les escaliers de secours en Inde. Il faut savoir que les escaliers de secours en Inde, c'est vraiment l'endroit où tu sens vraiment l'odeur de la mort. Tu rentres là et tu te dis, ouais, je vais mourir. Et tu descends, tu passes par les cuisines, tu vois toute la crasse. Enfin, c'est vraiment un truc, je le souhaite à personne. T'aurais préféré pas voir ça. Et, mais après, au final, je vois le monde comme il est, donc c'est pas mal. Et donc, on part par 3 groupes, et on passe au-dessus d'un énorme mur par l'arrière pour que les gardes qui sont devant ne nous voient pas. Premier groupe passe, moi j'étais dans le 3e groupe. Premier groupe passe, ils partent en courant, on avait 5 km à courir. 2e groupe part. Nous, 3e groupe, on part, et là, les gardes, ils s'en rendent compte. Donc, ils se disent, putain, mais c'est quoi ce bordel et tout. Donc, ils nous escortent jusqu'au stade, mais nous, on y va en courant quand même pour le trip. On arrive au bord du stade, il y avait 60 voitures de police qui étaient derrière nous. Et on commence à se cacher aux abords pour essayer de rentrer dans le stade un peu illégalement. Et là, on rentre dans le stade. Et on a fait une photo on était avec le faux trophée de la coupe, on était avec le faux trophée, et on fait une photo dans le stade tous ensemble, et on a dit, bah voilà, on lance notre opération pour la Coupe du Monde dans 1 an, on va la reprendre chez nous. Ok. Et l'année qui suit, vous êtes Et champion? l'année qui suit, on est champion du monde. Incroyable. Dans le avez- même stade, au même endroit. Ah ouais, c'est une belle histoire, c'est top. Très divanesque aussi. Oui, c'est clair, c'est clair. Moi, j'y étais là. Moi, j'étais dans une cuisine en Inde, le mur, je vois tout. Je te C'est conseille génial, de parce que pas y ça fait rester vraiment. trop Non, tu m'étonnes. Ça fait un peu challenge de colo, quoi, tu vois, ou Ouais, c'est super chouette. d'internat, quoi. Moi, je trouve ça Et on top. était, mais vous on êtes était une équipe surexcités. nationale. Enfin, On était c'est fou. surexcités de le faire, parce que c'est génial, c'est des trucs que normalement tu fais pas en équipe nationale. Un peu. Mais vous étiez tous d'accord ou pas? Oui, on a tous dit, on y va à fond. Hein. Ah la vache. Ah ouais, sans savoir le risque, en fait. Non. Mais je sais pas ce que tu Et donc, risquais. on en a eu un aussi. On a eu un et notre T2 qui se sont fait arrêter, qui ont dû aller en cellule, enfin en garde à vue pendant genre 1h30, 2 heures. Après ça, on est rentré à l'hôtel et on les attendait. En fait, on avait fait un cercle qu'on appelle Circle of Trust pour se parler, pour se dire les choses un peu. Voilà, on a 1 an de la Coupe du Monde. Et on a dû attendre 1h30 qu'ils reviennent parce qu'ils étaient en garde à vue et il fallait expliquer pourquoi qu'ils étaient l'équipe nationale, etc. Ah. C'est ouf. Eux non plus, vaut mieux pas qu'ils repartent en Mais- Inde. L'année prochaine, tu tentes de voler le ballon d'or ou pas? Non, je le vois, je le touche, il reste à sa place et je le donne à celui qui est... Ah, tu vois, regarde, il a dit Messi. Ah Messi. Je pense que c'est bien parti, effectivement, que ce soit Messi encore cette année. Enfin, encore, après que, enfin, on a eu un petit break. Un Français et sûrement Messi, ouais. Un très beau break. Et est-ce qu'on peut parler de vol pour Lewandowski, rapidement? Deux? De vol pour Lewandowski? Ah ouais, je suis d'accord, ouais, c'est vrai On qu'il peut parler pour Franck Ribéry aussi, hein, Ouais. Ouais. en 2013. Enfin non, mais je pense que Lewandowski clairement le méritait et j'ai apprécié, je sais pas si vous vous rappelez du discours de Le Messi Messi, qui dit qu'il... tu vois, qu'il le méritait à sa place et donc j'avais apprécié beaucoup ce moment. Ouais.
Tout doucement, on arrive forcément à la fin de cette émission. Oh, J'ai- déjà. Oui, déjà. Ouais, c'est C'est bien. c'est super court. Hein. Ouais, c'est très très court. C'est quoi vos actus? Je viens de sortir mon podcast qui s'appelle Haut Niveau. C'est un Oui, j'ai vu podcast, avec Alain Bernard en première invité. Absolument, ouais, c'est ça. Donc on a 10 épisodes. Je tease un peu, mais voilà, on a du gros lourd. C'est tout mon réseau d'athlètes que je connais bien. Donc on a de l'escrime, de la boxe, du rugby. On a des gros noms. Voilà, donc je t'ai donné quelques sports. Ça s'appelle Haut Niveau. C'est sur Chéri FM et toutes les plateformes de podcast. Donc que je ne vais pas citer, mais voilà, si vous cherchez, tapez Haut Niveau et vous aurez accès à ce podcast. Donc je suis très fière parce que c'est un projet que j'ai écrit de A à Z et que j'ai proposé à Chéri FM et ils l'ont produit tout de suite, donc je suis ravie. Donc ça, c'est mon actu. Et puis les 24 heures du Mans aussi, je serai sur la chaîne L'équipe avant de nouveau à la ma quatrième édition du Ballon d'Or en septembre, fin septembre. Super classe. Et pour toi, Victor? Bah, moi, on a le championnat qui reprend d'abord en club dans 2 semaines. Donc là, on est en full prépa. Puis, on a l'équivalent de la Champions League en avril pour mon club. C'est où? À Amsterdam. Et après, on reprend en équipe nationale aussi. On s'entraîne toute la semaine, nous, en équipe nationale, en mars. Et puis, en gros, il y a les championnats d'Europe qui sont qualificatifs pour les JO de Paris. Cet été en août. Je te dis direct. Et Paris après, 2024 à la si maison. on ne gagne pas les championnats d'Europe, on aura la qualification pour les JO qui sera, à mon avis, en novembre-décembre. Ouais. Et puis l'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques. Pour finir cette émission, j'aimerais savoir, vous avez retenu quoi l'un de l'autre? J'ai passé un très bon moment. Moi aussi, vraiment un moment partagé. Et c'était peut-être ma carrière si j'avais pas fait du sport, donc c'est ce que je voulais faire, donc c'est chouette de rencontrer quelqu'un qui l'a fait. Il n'est jamais trop tard, on a beaucoup de consultants anciens sportifs. C'est ce que je me dis, c'est ce que je me dis pour plus tard peut-être. J'ai fait des études aussi à côté de nutritionniste à distance, mais d'accord. Je suis vraiment dans le monde du sport, donc c'est des options que je garde en tête. Les Jeux Olympiques, ça offre quand même pas mal de ports, donc c'est bien. Moi, je retiens que tu as des belles valeurs du sport que je partage, sans être sportif de haut niveau, mais voilà, le dépassement de soi, la revanche, se construire sur un terrain pas facile quand on est enfant, et donc c'est ce que je retiendrai de toi, et je te soutiendrai dans toutes les prochaines compètes. Et la même chose, à Paris 2024. On y sera à 2 pour prendre la médaille d'or. Tant mieux. Bon, merci à tous les deux. Merci pour l'invitation. Quant à vous, je vous retrouve très bientôt, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode sur Pix Plus.